ne connaissent pas le travail, etc. Et nous avons beaucoup de progrès à faire dans l'art de faire des compliments, de mobiliser, de donner des responsabilités, etc. etc. Donc, finalement, c'est ma réponse sur manager en temps de crise. Alors, il y a évidemment tous les poncifs, parce que c'est un peu des poncifs. Il faut de l'innovation, oui, d'accord, il faut de l'innovation, bon, on va innover. Mais encore, on nous parlera du fait que l'innovation, elle n'est pas forcément soutenue ni encouragée. Il faut quoi d'autre? Je pense qu'il faut changer de mentalité. Et moi, mon boulot aujourd'hui, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il faut encourager. Nous encourageons nos collaborateurs, il faut que les pouvoirs publics nous encouragent, que les administrations nous encouragent. Et là, j'en viens à ce que vous me disiez sur les contradictions françaises, mais être encouragé par les administrations. J'ai un collaborateur qui avait justement une boîte dans le service avec de très nombreux collaborateurs, qui a une augmentation de capital, contrôle URSSAF. 500 personnes derrière des téléphones, contrôle URSSAF, on n'est jamais blanc-bleu. Et le contrôle se fait, impeccable, rien à dire. Les actionnaires ne voulaient pas remettre d'argent, ils étaient très inquiets des contrôles, ils disaient c'est un métier de service, et il dit à l'inspection du travail, c'est l'inspection du travail, écoutez, tout va bien, je veux une lettre disant que tout a été impeccable et je vais la montrer à mes actionnaires. Et l'administration a répondu, on n'est pas là pour vous discerner des satisfaits, on est là pour voir ce qui ne va pas. C'est très grave quand on parle de management, quand on parle de qu'est-ce qu'on fait en temps de crise. Je veux dire, on commence par arrêter ce type d'attitude. Et on aura un très bel exemple tout à l'heure, d'ailleurs, des administrations qui sont au-delà du polluant. Et c'est ça ce que j'essaie de faire passer, que j'en avais même parlé à Nicolas Sarkozy, totalement impuissant face à ça, en disant il faut des contre-pouvoirs. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas la gauche qui arrivera à mettre des contre-pouvoirs plus que la droite. Mais et je lui avais dit ça en le voyant. On avait la chance de le voir avec 5 autres présidents de mouvements patronaux. Il parlait beaucoup et tout seul. Et j'avais dit écoutez, Monsieur le Président, oui, tout ça c'est bien. Qu'est-ce que vous faites quand nous sommes, et les PME françaises, franchement, sont assez harcelées, sont empêchées de bosser, sont entravées par des contrôles, des changements législatifs, des administrations, on n'est jamais en règle, la code du travail incompréhensible, etc. Et j'avais dit l'inspection du travail qui le contrôle, parce que Xavier Bertrand, que j'avais été voir, j'avais dit qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit je peux rien. Le ministre du Travail n'a pas de pouvoir sur l'inspection du travail. Et j'avais dit, je raconte l'histoire parce qu'elle est quand même drôle, j'avais dit à Sarkozy, mais qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président, lorsque vraiment l'inspection du travail... Et il m'avait dit, écoutez, vous demandez à un type de 22 ans, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et il vous répond, je veux être inspecteur du travail. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens pareils? Donc c'était effectivement une boutade, c'est un peu inquiétant, mais c'est aussi, je pense, une véritable pollution française que ce type de mentalité qui est clivante et qui clive les salariés entre eux, les syndicats et les entreprises, la presse qui ne fait que relayer, qui s'alimente de ce qui ne va pas, est enchanté par ce type de grain à moudre, et nous paralysons nous-mêmes. Je veux dire que le retour de la croissance en temps de crise, c'est pas de trouver un produit génial tout de suite, c'est que tout le monde fasse 10% de mieux et que on nous laisse un peu vivre et qu'on nous laisse respirer. Il y a une respiration nécessaire, et la pression de nos salariés qui sont, dit-on, extrêmement stressés retombera d'autant, parce que tout ça est un stress national. Et alors, je finis par une petite anecdote parce que Jean-Michel a plein de choses à dire intéressantes, mais en gros, les contradictions françaises, je dirais qu'il y a les médias qui sont hostiles, les médias. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont effectivement plutôt d'abord politiques que de l'autre? Est-ce que c'est parce qu'on achète les drames? Est-ce que c'est parce que ce qui fait vendre? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont aucune culture entrepreneuriale? Est-ce que c'est parce qu'en France on veut de toute façon, il faut faire pitié et pas envie? Et là, qu'est-ce qu'on fait pour changer un pays qui n'aime que les gens qui font pitié? Moi je sais pas. Donc c'est une des contradictions. La politique la droite suit
moi, j'ai été voir le directeur du cabinet du Premier ministre qui a été nommé président de la plus grande mutuelle française. CNP Assurance. CNP Assurance. Je vais le voir et je lui dis, n'ayant peur de rien, je voudrais que le Premier ministre souhaite bonne fête aux entreprises de France. Il y a une fête des entreprises, c'est un clin d'œil, on va pas bien, et je lui explique que j'aime ma boîte, il me regardait comme si j'étais une extraterrestre, impeccable, un énarque impeccable qui était là, et on m'a expliqué après qu'il était là comme énarque parce qu'il faut un énarque pour parler énarque, et que comme le Premier ministre ne gère que des administrations et une forme d'énarchie, il faut un type qui connaisse tous les rouages et les mécanismes. Bon, et il a eu cette phrase magnifique, et le malheureux, je l'ai répété 200 fois, y compris à la radio. À la fin, il m'a dit, c'est bien, oui, oui, mais non, on ne le fera pas. Je dis, mais pourquoi? Il dit pas bonne fête aux entreprises. Ce serait juste un geste, bonne fête aux salariés, aux entreprises de France. Il me dit, nous ne pouvons pas avoir l'air du côté des entreprises. Alors maintenant, comment on s'en sort de ça? Et il l'a dit en toute naïveté, ça a été un cri du cœur. Un cri du cœur. Je reste, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Il dit, non, les gens ne comprendraient pas. Je dis, mais vous êtes le directeur du cabinet du Premier ministre de la France, c'est vous qui donnez le ton, qui entraînez. Et donc ils suivent. Donc les politiques suivent leur électorat, on voit ce que ça donne. La droite n'ose pas être du côté des entreprises. Et finalement, c'est mon espoir, c'est que la gauche a toujours été, au bout d'un certain temps, elle s'aperçoit que les entreprises sont quand même très nécessaires. Et je conclurai par cet après-midi un peu d'actualité, parce que j'étais au Conseil économique et social, et le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Finances, la ministre Nicole Bricq du Verre, des Transports, etc., Sapin, étaient tous là. Et donc on est en rang, et Jean-Paul Delevoye présente, et pas forcément tout le monde, mais presque. Et je m'étais dit, si je dis pas bonjour monsieur le président, j'essaie de trouver quand même un truc. Et donc il vient me dire bonjour, et je lui dis, et il me dit, il a le chantier de me reconnaître parce qu'il doit entendre et que j'ai suffisamment de temps en temps râler que voilà, mais très gentiment, il me dit, ah mais oui bien sûr. Et je lui dis, vous savez, monsieur le président, il faut vous réconcilier avec les entreprises. Et il me dit, mais je ne suis pas fâchée avec les entreprises. Je dis, non, mais vous savez, les entrepreneurs ont peur. Et il me répond, c'est très mot à mot. Il me dit, mais les entrepreneurs n'ont peur de rien. Et ce sont les entreprises qui ont peur. Et là, je suis restée aussi sans voix. Et là, quand même, il a dit, quoique c'est souvent la même chose. Mais dans sa tête, il avait séparé les entrepreneurs, qui étaient des gens qui ont peur de rien et il y avait un côté comme ça un peu agressif, il avait séparé l'entrepreneur de l'entreprise en tant qu'entité. Alors il a réagi, et voilà, et donc on verra bien ce qui se passe, mais c'est un vrai problème. Et alors, si j'avais un conseil à donner, si on veut, peut-être, je sais pas, dans les entreprises, et essayer de faire évoluer et de lutter contre cette crise, je dirais, que les patrons doivent aller dans les médias, et ils n'y vont pas, et ils ont peur, et il y a des coups à prendre, c'est vrai, et il faut faire du coaching. Tout le monde aujourd'hui, chaque cadre, chaque patron, ça c'est un boulot que vous avez, doit être capable de s'exprimer de façon synthétique, de réagir à un journaliste, de s'exprimer. Nous vivons dans un monde de médias, ils doivent répondre dans des blogs, ils doivent, etc. Ils doivent être capables de s'exprimer, et quand ils sauront s'exprimer, défendre leur boîte, etc., ils iront beaucoup mieux entre eux. Et je crois que notre devoir, si on veut en sortir, c'est un vaste débat, mais c'est de faire aimer les entreprises aux Français, de leur faire comprendre ce qu'il en est, d'arrêter de cliver sur les 30 mecs qui gagnent beaucoup trop d'argent, qui sont indécents, mais ça n'enlève de l'argent à personne finalement. Et donc, c'est d'arrêter ce type de clivage. Voilà à peu près ce que je pense. Je vous propose On peut servir? Oui. Oui. On va pas empêcher les gens. Voilà. On est même pas dans parler, hein. Oui.
Bien, on va vous servir le repas, et pendant que le dîner sera servi, la conférence continue avec Jean-Michel Dardour, et ensuite je vous proposerai les questions. Il y aura un micro qui passera parmi vous. Vous connaissez Jean-Michel Dardour, qui est le président de Tapon France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, c'est Tapon France, ce sont les capsules qui sont sur vos tables. Je ne sais pas si Vittel, San Pellegrino, oui. Vittel est un client, il y a Coca-Cola, Nestlé, Heineken, Carlsberg, etc. Les capsules, en fait, c'est Tapon France, c'est Jean-Michel Dardour, c'est une société polonaise qui a racheté l'entreprise il y a quelques années, qui aujourd'hui travaille à toutes les conditions de la réussite d'une entreprise pour amortir les charges fixes, c'est-à-dire que le travail est continu, c'est ce qu'on appelle un 4-8, en quelque sorte, ce qui permet d'amortir les charges fixes. Le type de management de Jean-Michel Dardour, c'est une politique de communication avec les partenaires sociaux, deux partenaires sociaux qui ne sont pas toujours faciles, la CGT et la CFDT, en communication, 10 ans de travail, d'échange, on peut dire aujourd'hui une meilleure compréhension. On laissera Jean-Michel s'expliquer sur le sujet. Et puis c'est également une entreprise qui s'est modernisée, qui cherche à respecter davantage l'environnement et qui a des résultats. Mais qui a des problèmes aussi, qui a subi en fait des problèmes en 2010, je crois bien, avec la DREAL de l'heure, pour avoir les autorisations pour justement travailler en continu, c'est-à-dire les 4-8 et le samedi-dimanche. Je tiens à dire que le mouvement éthique a été aux côtés de Jean-Michel Dardour pendant cette période difficile. Jean-Michel nous dira comment il s'en est sorti. Je vais laisser la parole à présent à Jean-Michel Dardour. Qu'on applaudit au préalable, excusez-moi. Bien, merci de m'avoir invité ce soir en présence avec Sophie de Menton. C'est un vrai challenge de passer après Sophie, alors que en fait je suis un simple chef d'entreprise. Enfin, il y a des présidents normaux maintenant, donc on est aussi des chefs d'entreprise qui sont chefs d'entreprise de PME. Je crois que je me suis longtemps demandé pourquoi vous m'aviez invité, puis après finalement en regardant mon CV, je me suis rendu compte que j'avais un CV un peu atypique qui effectivement est un petit peu spécial. Je m'en rends compte maintenant. Donc vous m'avez demandé de parler de relations sociales en période de crise. Effectivement, comme le disait Sophie tout à l'heure, nous sommes dans une période de crise économique, mais les chefs d'entreprise sont toujours dans des périodes de crise économique. Donc c'est pas ça le problème à mon avis. Nous sommes aussi dans une crise financière, mais je ne cesse de dire que la finance est l'ami des entreprises. Il ne faut pas se tromper, et aujourd'hui ce qu'on nous montre c'est un petit peu l'inverse. Donc le vrai problème à mon avis, c'est qu'il y a aussi une crise morale et une crise des valeurs. Et c'est ça qui crée le problème des relations sociales dans l'entreprise. Moi je pars de cette vision-là pour adapter ma façon de travailler avec les gens qui sont dans mon entreprise. Donc je disais crise économique, on ne connaît pas. Moi j'ai jamais gagné autant de clients qu'en période de crise économique. Le Tour de France se gagne dans les Alpes, il ne se gagne pas sur le plat en général. Donc c'est quand on travaille plus que les autres, quand le gâteau se rétrécit, c'est là qu'il ne faut plus laisser de place aux concurrents. On ne les laisse pas respirer. Plus on prend de part de marché sur des marchés qui rétrécissent, et moins il y en a pour les concurrents. Ça c'est une règle de base de commerce. Donc c'est pas un problème la crise économique. La crise financière aussi, pour moi, si l'entreprise fonctionne bien, on n'a pas de problème avec son banquier. C'est une règle assez basique. Moi, je défends ma banquière qui est triste de voir l'image qu'ont les banques aujourd'hui et qui pourtant m'a aidé dans des périodes où ça allait très mal. Alors évidemment, comme le disait aussi Sophie, il y a un peu l'arbre qui cache la forêt. Parfois, il y a des exemples qui ne sont pas à suivre. La réalité, parfois, dépasse la fiction. Vous vous souvenez de ce film Wall Street avec Michael Douglas qui jouait le rôle du méchant trader, qui disait « Greed is good ». La cupidité, c'est bien. Eh bien, la réalité dépasse parfois la fiction, puisque j'ai entendu l'année dernière, en 2010, le patron de Goldman Sachs, je l'ai même vu avec un t-shirt sur lequel il y avait écrit « Greed ». Donc c'est un petit peu inquiétant. Et quand il a été enquêté par
le Parlement américain sur les problèmes des subprimes, il a dit c'est Dieu qui m'a donné ma vision du management. Bon, ça chacun son. Donc évidemment, quand il y a des exemples comme ça, on est un petit peu embêté ensuite parce que quand il y a des vrais banquiers ou des vrais chefs d'entreprise, eh bien, ils subissent cette image, et Sophie est la première à défendre l'image des entrepreneurs en France, et je la remercie. C'est pour ça que je l'ai rejoint. Alors, quel est mon CV atypique? Moi, j'ai commencé dans la communication. J'ai créé d'ailleurs au 116 rue du Bac, exactement à l'endroit où se trouvait Multiligne, mais c'est un hasard. Il y a 25 ans, une agence de communication spécialisée dans le média planning et l'achat d'espace publicitaire de la presse informatique. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'était une entreprise qui s'appelait Puce et Canard. Puce pour l'informatique et Canard pour les journaux informatiques. Ça a très très bien marché, malgré les critiques des grandes centrales au début. Au bout de 5 ans, quand on avait Microsoft et NEC, eh ils rigolaient moins. Et puis, donc ensuite, j'ai pas suivi de carrière, j'ai un petit peu suivi des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont proposé d'autres jobs, et notamment de passer dans l'industrie agroalimentaire, puisque j'ai lancé un start-up agroalimentaire d'une eau minérale qui s'appelle Vadevillers, qui s'appelle toujours les eaux minérales de Vadevillers, que vous connaissez peut-être. Zéro nitrate, voilà. Donc nous avons tout réalisé, c'est-à-dire que je suis arrivé à Mulhouse, il y avait un site avec une source qu'il fallait réhabiliter, il fallait refaire les forages, il fallait créer une usine, recruter 35 personnes, prospecter la grande distribution, créer l'étiquette, le design, faire des campagnes télé, et c'est ce que nous avons fait en une dizaine d'années pour arriver à une eau minérale nationale maintenant. Ensuite, par les hasards des boîtes de recrutement, quelqu'un s'est dit, puisqu'il est dans l'eau minérale, il y a une entreprise qui fabrique des capsules, il pourrait peut-être être le dirigeant de cette entreprise, qui n'avait rien à voir, puisque l'eau minérale, ce sont des produits qui s'adressent à des particuliers, et puis pour les capsules, nous sommes dans ce qu'on appelle le business to business, c'est-à-dire que ce sont des industriels qui s'adressent à d'autres industriels. Je fabrique des capsules en acier que je vends à des industriels comme Nestlé, Carlsberg, Heineken, etc. Alors bon, j'ai accepté. Alors là, c'était complètement différent, puisqu'au lieu de partir de zéro, j'ai hérité d'une entreprise qui avait déjà 50 ans, 40 ans. Et donc, j'ai pas choisi les gens avec qui je travaillais. Donc, c'est là que je rejoins un petit peu le sujet des relations sociales en période de crise. Quand on hérite d'une équipe qu'on n'a pas choisie, il faut apprendre à se faire respecter, à se faire connaître, à essayer de faire adhérer tous les salariés de l'entreprise à un projet, surtout que l'entreprise allait mal. Elle était propriété d'un groupe qui était mexicain. Ne me demandez pas pourquoi, à Saint-Marcel, dans l'Eure, à côté de Vernon, un Mexicain avait acheté une entreprise, et je ne peux pas vous répondre, mais c'était un groupe mexicain. Et comme souvent dans des groupes familiaux, le fondateur avait transmis l'entreprise à son fils, qui lui-même avait maintenant 80 ans, et les fils suivants n'ont pas voulu suivre, n'ont pas voulu investir. Il y avait beaucoup d'argent à mettre pour pouvoir être compétitif. Et donc ce groupe s'est vendu à un groupe polonais. Donc il a fallu que j'explique au comité d'entreprise, qui était très inquiet, pourquoi il fallait passer d'un groupe mexicain à un groupe polonais. Avec ce que vous pouvez imaginer, quand les gens se sont dit, mais attendez, c'est des pays de l'Est, on va être délocalisé, qu'est-ce qui va se passer? Je leur ai dit, je n'en sais rien, tout ce que je sais, c'est qu'il vaut mieux vivre polonais que mourir mexicain, dans un premier temps. Et ensuite, on verra ce qui se passe avec les nouveaux actionnaires. Et il se trouve que ces actionnaires ont été extrêmement performants, puisque non seulement ils n'ont pas délocalisé, mais ils ont investi 10 millions d'euros dans cette entreprise, de manière à avoir un process qui nous permettait de baisser tous nos prix de revient. Dans le métier que nous faisons, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment atypique finalement quand je réfléchis. C'est une PME industrielle qui vend des produits de volume à très faible marge, à très haut risque de qualité. Dès qu'on a un problème qualité dans notre métier, s'il y a un problème avec les joints des bouchons, on bloque 12 palettes. 12 palettes, c'est 60 000 euros. Donc si Vittel décide de bloquer parce qu'on a un problème de joint, nos faibles marges sont immédiatement perdues dans une facture qu'on va nous envoyer en nous disant ben, monsieur, on ne peut pas se servir de ça, on ne prend pas de risque, vous payez. Donc faible marge, gros volume. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut travailler en continu sur des produits de volume, et nous avions besoin d'un process qui nous permette de travailler en permanence, et donc d'avoir une organisation de l'entreprise qui nous permette de travailler aussi en permanence. C'est la raison pour laquelle on a négocié longuement
avec les syndicats pour mettre en place un système de 4 équipes, c'est-à-dire qui travaillent en permanence 7 jours sur 7, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Bien évidemment, c'est assez compliqué de mettre ça en place, mais je crois quand j'ai mis 10 ans à acquérir de la confiance, je pense, parce que même quand on propose des choses, on a toujours cette image, hein, le chef d'entreprise, forcément, il est méchant. Et puis, les salariés, forcément, c'est eux les gentils. Bon, je pourrais vous donner 15 exemples. Sophie en a cité quelques-uns de salariés qui ne sont pas du tout justes vis-à-vis du travail qu'ils devraient réaliser. On pourrait même écrire un livre là-dessus. Et donc, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'être juste, équitable et éthique. Je crois que c'est le mot. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint aussi le groupement éthique. Donc comment ça se passe? Tout simplement en essayant d'être juste exemplaire, c'est un peu du donnant-donnant, c'est-à-dire que quand on négocie, il faut donner quelque chose en échange d'autre chose. C'est pas non plus humaniste, j'aime bien le mot, ça veut pas dire forcément gentil, et gentil ne veut pas forcément dire faible, n'est-ce pas? Ça veut dire juste, c'est-à-dire que quand on négocie quelque chose, eh bien il faut qu'il y ait une contrepartie, tout simplement. Ça paraît facile à dire, mais quand on a en face des gens qui, eux, voient de leur côté, en ayant en plus l'impression que c'est eux qui ont raison, parce que c'est eux qui sont brimés, forcément on leur demande de travailler plus. Il faut leur expliquer pourquoi. Ça veut dire que je passe à peu près 30%, 40% de mon temps de chef d'entreprise à parler, à recevoir des gens dans mon bureau, en comité d'entreprise, délégué du personnel, CHSCT, médecine du travail, 1 par 1, 2 par 2, mais on doit convaincre à chaque fois. Je passe beaucoup de temps dans les comités d'entreprise à expliquer. C'est facile de faire un comité d'entreprise très court, hein. On est obligé d'en faire un par mois, il suffit de dire le comité d'entreprise est ouvert, vous avez 3 questions, oui, non, je réponds. De toute façon, le comité d'entreprise en général est consultatif, donc il est assez facile de faire passer